Alors, on va poser la question à nos start-upers ce matin, entrepreneurs évidemment. Pour vous, chez WeRoom, vous êtes, on le rappelle, hein, un petit peu le concept de WeRoom, c'est finalement, on est complètement là-dedans, dans le partage finalement de biens plutôt immobiliers. Tout à fait, on partage son bien à plusieurs. À plusieurs, exactement. Alors, WeRoom, c'est l'économie du partage ou l'économie de l'économie, enfin, dite collaborative, c'est quoi? Pour nous, comme on est sur de l'immobilier, sur du logement, on est vraiment sur du partage, parce que tous les jours, vous allez partager votre logement avec plusieurs autres personnes, et vous le faites pour plusieurs raisons, mais évidemment une raison économique qui est celle de pouvoir diviser votre loyer à plusieurs, Ouais. De pouvoir vous permettre d'habiter dans les endroits auxquels vous ne pourriez pas avoir accès sinon. Donc pour nous, on est vraiment dans l'économie du partage. Évidemment, il y a un business derrière le partage, c'est qu'à la fois pour celui qui accepte de partager, il doit en retirer au moins moins de coûts, si ce n'est des revenus complémentaires. Et puis pour tous ceux qui participent autour, il y a évidemment la possibilité de donner accès à ce partage et qui doit être rémunéré parce que derrière, il y a l'innovation, la technologie, comme chez Blablacar, comme chez WeRoom, et qui fait que il y a des gens derrière qui travaillent et qu'il faut les rémunérer. Bien sûr. Laure Wagner, c'est votre définition. Elle se situe là dans justement la naissance du revenu finalement utilisateur entre partage et collaboratif. Alors, pour nous, notre définition, c'est qu'il y a le collaboratif, qui consiste tout simplement à mettre des particuliers en relation. Et au sein du collaboratif, il y a deux types, effectivement, d'activités. Une qui va permettre aux particuliers simplement de partager des frais, et c'est le cas du covoiturage avec Blablacar, où on leur propose de partager les frais d'essence et de péage, sans faire de revenus, et une autre partie du collaboratif, puisque c'est aussi entre particuliers, mais où ils vont pouvoir en dégager un bénéfice, un revenu, et ce sera là plutôt le cas d'un Uber Pop par exemple. Et donc nous, on explique régulièrement cette différence, et il faut bien fixer la limite de qu'est-ce qui est du partage, qu'est-ce qui est du revenu. Nous, c'est simple, dans le covoiturage, on a le barème fiscal kilométrique qui permet tout simplement d'expliquer que quand on économise, parce que c'est bien de l'économie, quand on économise jusqu'à le barème fiscal kilométrique, on est donc dans le partage, dans le covoiturage. Et si au contraire un conducteur demande à ses clients, puisque à ce moment-là ce sont plus simplement des passagers de partage, mais à ses clients de contribuer pour en faire pour financer le trajet, financer le trajet, pour carrément en dégager un bénéfice et un revenu. Voilà, là, c'est collaboratif, certes, ils ont été mis en relation via une plateforme, mais à ce moment-là, le conducteur qui devient un professionnel doit à ce moment-là déclarer des revenus, il y a une fiscalité, etc. D'accord. Donc, je crois que pour compléter l'ensemble des définitions, il faut aussi bien dire qu'il y a des sociétés donc, et du non-profit dans ce secteur de l'économie du partage. Vous avez aussi des acteurs qui sont dans une logique totalement associative. Si je prends les AMAP par exemple, on est dans une logique qui est une logique d'économie sociale et solidaire avec une recherche de non-profit, là où des sociétés comme Blablacar ou comme la vôtre sont des sociétés anonymes qui ont une vocation à exister dans un système commercial. Donc c'est pour ça qu'il y a différents niveaux de compréhension qui sont pourtant très importants parce qu'au fond, tout le monde a intérêt à jouer sur cette dimension généreuse en quelque sorte du partage, qui n'a pas envie d'être généreux, mais la générosité n'est pas de même nature. Et y compris sur les raisons d'y être, il y a une raison qui est d'abord économique, on le voit bien dans le moteur de l'économie du partage, c'est l'intérêt économique d'être partagé. Il y a des raisons qui peuvent être beaucoup plus sociétales, ça peut être environnemental pour certains, dans certains domaines, puisque c'est de l'économie d'énergie, etc. Mais à un moment donné, il faut se poser la question de qu'est-ce qui produit le plus d'économie d'énergie entre une voiture partagée et un moyen de transport en commun, qui a pour vocation également à être partagé. Donc il y a une vocation, un sujet environnemental, il peut y avoir un sujet plus sociétal et citoyen, créer du lien, et donc partager pour créer du lien, d'où le développement de tous les services de proximité. Il y a par exemple PeerBuy, qui est un site incroyable de voisinage qui vous permet de partager sans aucun frais, librement, des outils que vous avez ou des choses que vous avez chez vous. Et puis, il y a une troisième dimension qui est une culture du partage, en fait, qui est celle de cette génération Y ou Z, qui est née dans le digital. C'est vrai que c'est le digital qui a permis à des nouveaux services partagés de se développer d'une manière incroyable, en tuant l'intermédiation et en créant des possibilités nouvelles d'offres de marché à faible coût. Et cette génération-là, qui a appris à partager sa musique avant d'apprendre à acheter des disques, comme la génération des parents, est dans cette culture naturelle, en quelque sorte, du partage. Donc c'est aussi un des moteurs. Mais le premier moteur, il est économique. Je crois qu'il y a un sondage qui dit que 78% des Français
viennent à l'économie du partage pour des raisons économiques. Et le côté sociétal, généreux, vient en troisième position. Donc c'est d'abord, j'adhère parce que c'est une réponse à la crise, c'est ça, à mes C'est sans doute un des premiers économiques. moteurs qui a permis en fait le développement fabuleux de cette économie du partage. Derrière, il y a d'autres concepts qui sont notamment des concepts sociétaux qui peuvent être extrêmement forts, mais qui viennent en second rang. Mais la crise est un accélérateur, mais ce n'est pas la raison principale. C'est juste un nouveau rapport qualité-prix. Ça catalyse, mais ça crée pas. La crise accélère, mais c'est le rapport qualité-prix rendu possible par le digital et le fait que le peer à peer, l'autostop existait avant Rassurez-moi, le voilà, peer à on n'a peer. quand même pas découvert qu'on pouvait partager des biens et de Non, c'était consommation pas possible. ensemble. On a toujours été des homo economicus, on a Bien toujours sûr. aimé le bon sens et faire des économies, mais c'était pas possible avant de mettre en relation à grande échelle des particuliers. voilà. Aujourd'hui, ça a été rendu possible par le digital, les réseaux sociaux, etc. L'économie collaborative s'inscrit dedans, et c'est pour ça le timing. Si aujourd'hui on connaît ce boom de l'économie collaborative, c'est pas tellement par le curseur de la crise, mais au contraire par La mise à si c'est les disposition années des 2000, moyens c'est qui parce que manquaient. c'est possible techniquement, c'est tout. Si on avait eu Internet dans les années 50, on aurait fait du covoiturage massivement dans les années 50. C'est Si sûr. tu utilises Airbnb aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent pour avoir des revenus complémentaires, des propriétaires qui l'utilisent pour avoir des revenus complémentaires, plus que pour joindre les deux bouts au jour le jour. Et ça Alors, leur permet de partir en vacances, ça leur permet de faire des choses qu'ils n'auraient pas pu faire sinon. Merci Thomas, parce que j'aimerais qu'on s'arrête sur le cas Airbnb, notamment avec vous, évidemment Nicolas Bordas, puisque c'est votre client. C'est à pas mon TB. client à titre personnel, mais c'est un client du Personnel. groupe Vous êtes TBWA peut-être mondial l'utilisateur, au que moins. nous pilotons depuis Los Angeles et Londres. Absolument. Juste un mot sur Twitter, évidemment, parce qu'on ne se parle pas qu'entre nous. Vous êtes évidemment les bienvenus sur ce plateau. Invitez-vous via Twitter. Le hashtag, c'est NetExplo. Venez nous rejoindre et réagissez à tout ce qui se dit ici, parce qu'au-delà de la table ronde, c'est aussi un débat. Donc, on va essayer d'être vif là-dessus. Alors, Airbnb, gros succès, évidemment. On le sait aujourd'hui. Gros succès, ceci dit, pas évident quand même, en termes d'exécution, puisqu'il y a des barrières réglementaires, on va le voir. Mais si on se place d'un point de vue purement customer, on va dire client, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire du profil de celui qui utilise régulièrement Airbnb? Est-ce que vous connaissez un petit peu Oui, le alors, profil type? je ne suis pas. Ces sociétés ont beau être très ouvertes, elles n'ont pas forcément envie de diffuser à leurs concurrents leurs chiffres et les profils C'est l'effet utilisateurs. succès. Ouais. Mais ce qu'on sait effectivement sur une offre comme celle d'Airbnb, son moteur, là encore, c'est le moteur économique. Ce sont des gens qui viennent parce que c'est moins cher. De trouver une chambre sur Airbnb que dans un hôtel traditionnel, mais qui sont très sensibles en deuxième, mais parfois en premier, à d'autres facteurs qui sont la capacité d'avoir des lieux incroyables. C'est d'ailleurs pour ça qu'on développe pour Airbnb des opérations de communication sur dormir dans un téléphérique, etc. Donc c'est pour célébrer le fait que vous pouvez dormir dans des lieux, et j'imagine que c'est pareil pour la colocation, vous pouvez vous offrir des vues avec le même argent que vous n'auriez pas si vous vouliez louer tout seul votre appartement. C'est pareil pour Airbnb, vous pouvez choisir des chambres qui sont des spots au bon endroit, dans le bon quartier, etc., de manière beaucoup plus pointue que la contrainte que peuvent proposer les hôtels. Et la dimension sociale est bien sûr très présente, parce que la nature de relation que vous créez et le rapport de confiance du fait qu'il y a un rating, puisque un des enjeux et aussi une des raisons pour lesquelles je pense que vous en profitez aussi pleinement, le digital a autorisé ces nouveaux business models, c'est aussi parce que le digital permet une forme de contrôle et de régulation de la confiance. C'est-à-dire un mauvais chauffeur de Blablacar ou un mauvais coloc ou un mauvais locataire d'Airbnb, il est très vite repéré par le système de gens qui lui donnent un mauvais rating. Donc, au fond, les trois moteurs du succès sont, un, le prix, deux, cette dimension de profiter d'un bien qu'on n'aurait pas autrement, donc d'une offre nouvelle sur le marché au fond, et troisièmement, cette dimension plus sociale et de connexion avec d'autres membres de la communauté Airbnb. Sur Airbnb, Thomas, vous l'évoquiez à l'instant, comment est-ce que vous cohabitez avec ce type de plateforme un peu puissante aujourd'hui Oui, très puissante même. Très puissante aujourd'hui. Alors, nous, on n'est pas tout à fait sur le même business, dans le sens où Airbnb joue d'abord la courte durée. Nous, la colocation va concentrer plutôt en moyenne autour de 8 mois de présence dans les murs. Donc on n'est pas sur les mêmes durées, on n'est pas sur les mêmes c'est usages. la location longue durée chez vous. C'est pour alors. ça que pour nous, la colocation, c'est quelque chose qui est fort, parce que vous allez devoir choisir et trouver les bons colocataires avec qui vivre. Alors que si vous vivez juste 2-3 jours avec une personne, vous pouvez plus facilement vous accommoder de personnes un peu particulières. D'accord. Combien d'utilisateurs aujourd'hui sur WeRoom? Aujourd'hui, on a plus de 150 000 utilisateurs actifs sur WeRoom. On a plus D'accord. de 10 000 chambres disponibles en ligne.
principalement en France et en Angleterre. L'Angleterre est le principal marché de la colocation en Europe. Mais il faut savoir qu'en Europe, il y a environ 15 millions de personnes qui vivent en colocation. Donc c'est un gros marché, et c'est un marché qui se développe beaucoup parce que, comme vous le disiez, il y a l'usage aussi derrière de personnes qui veulent avoir quelque chose en plus que simplement vivre tout seul dans une ville où ils connaissent personne parce qu'ils y sont pour 6 mois, pour 1 an, et ils se disent qu'ils vont avoir plus d'expérience, plus de valeur à partager le logement avec d'autres personnes. Puisqu'on est sur les chiffres, hein, Blablacar, c'est plus de 10 millions de membres maintenant. Plus de 10 millions de membres, et on transporte 2 millions de personnes par mois, aussi bien conducteurs que passagers, sur des distances moyennes de 330 km. Vous êtes covoiturage longue distance, voilà, c'est des parents en week-end, des parents en vacances. Et vous venez d'annoncer votre lancement en Inde, qui n'est pas un petit marché. Alors, si on sortons un petit peu du champ de l'usage pour arriver sur le champ business. Aujourd'hui, est-ce que la sharing economy, l'économie de partage, est un vrai business structuré? Alors, on va vous demander évidemment vos chiffres en termes de rentabilité, bien sûr, mais je me tourne d'abord vers vous. Est-ce que vous pensez déjà qu'aujourd'hui, ça y est, c'est un marché, c'est un vrai business, il s'est construit avec les acteurs qu'on citait qui ont déjà amorcé le mouvement, Uber, Airbnb, etc. Je pense que le plus important, c'est pas de se poser la question de savoir si telle activité est un business ou si c'est une association. L'important, c'est l'usage. Parce qu'en réalité, l'usage, il peut être, par exemple, le covoiturage. Quand on a démarré, c'était à petite échelle, il n'y avait pas un business, il n'y en avait pas besoin. Qu'est-ce qu'on appelle business? En fait, c'est qu'une entreprise s'est structurée derrière et joue le rôle de tiers de confiance pour justement réguler une grande communauté. Ouais. Nous, on a dû se structurer et on a dû trouver un modèle économique parce que quand on a 10 millions de membres, on ne peut pas le faire sans structure derrière. Il y a 220 salariés, il y a des serveurs hyper puissants, mais on est toujours sur ce même usage de partage réel qui fait faire beaucoup d'économies à nos membres. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre question concrètement, nous ne sommes pas rentables. Parce qu'on a un modèle économique seulement en France où les passagers payent en ligne et on reverse la contribution des passagers après le trajet au conducteur, mais on peut prendre une commission de 10-11%. Ce modèle-là n'est actif qu'en France, en Espagne et au Portugal, et on est dans 14 pays. Donc les autres pays sont des centres de coûts pour l'instant. On est en forte phase d'investissement, on est une start-up. Donc voilà, pour l'instant, on n'est pas rentable, mais on peut se le permettre parce qu'on a levé des fonds en 2014. Beaucoup, 100 millions. Exactement. Sur WeRoom, alors, la sharing economy, est-ce que c'est un business comme les autres pour vous? Je pense que comme c'est une nouvelle façon de vivre les usages, il y a aussi derrière, pour les business, pour les différentes entreprises qui sont derrière, on ne peut pas se regarder dans le rétroviseur et se dire on va faire les mêmes business models que ceux qui existaient dans l'économie plus traditionnelle. Donc il y a quasiment sur tous les secteurs, que ce soit dans le transport, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans l'hôtellerie, à chaque fois un nouveau business model à inventer dans les sociétés de l'économie du partage pour arriver à être rentable, pour arriver à continuer à grossir, à séduire des investisseurs, à continuer à servir les utilisateurs. Et je pense que donc, oui, évidemment, c'est un business, mais c'est un business qui va sans doute avoir des nouvelles règles, des nouvelles cartes qu'il va falloir trouver. Et il y a certains acteurs qui aujourd'hui l'ont trouvé, mais il y a peu d'acteurs qui sont rentables aujourd'hui. Ils le seront sans doute un jour, mais pour l'instant c'est encore difficile, parce que c'est encore assez jeune, et qu'il n'y a pas, à l'école, à Harvard, vous n'avez pas des cours comment devenir rentable si vous êtes un business de l'économie du partage. Ça n'existe pas, il faut l'inventer. De votre point de vue, messieurs, oui. Moi je pense que c'est un business en effet qui va continuer à se chercher sur un certain nombre de modèles économiques, et on ne connaît pas exactement le modèle économique de demain pour un certain nombre de vos sociétés, mais je crois que ce qui est très structurant, c'est le côté durable en fait de ce business. Et ce qu'évoquait Nicolas précédemment sur l'usage, je pense que c'est ce qui est le plus structurant et qui fait qu'on va continuer à rechercher des modèles économiques, mais on est sur quelque chose, une lancée en fait qui est très importante. Et notamment en fait, quand on regarde Airbnb, ça donne accès à des produits qui sont absolument fascinants. Si on veut louer une cabane dans les arbres, avoir l'expérience dans un tramway, ou ainsi de suite. Voilà, ce sont des choses finalement, on n'y avait pas accès avant. C'était pas forcément sécurisé. Et donc, c'est là qu'on est dans le business qui va continuer un peu à se rechercher, mais qui est quelque chose de durable et certainement demain profitable. Nicolas Bordas, oui, et puis, un business comme les autres ou pas? Alors, d'abord, il faut toujours être vigilant sur l'analyse parce qu'au fond, le chiffre de rentabilité annuelle, il n'est peut-être pas si important que ça. Quand on voit Amazon, il faut regarder quelle est la part, comme vous, d'investissement par rapport à Amazon serait ultra profitable s'il décidait juste de baisser le niveau de ses investissements. Donc, il faut regarder le potentiel business, ce que font les analystes. Sinon, je pense quand même qu'ils ne sont pas totalement fous et qu'ils ne valoriseraient pas à ce point-là ces sociétés à ce prix-là. C'est qu'il y a effectivement, y a-t-il, comme tu le disais, un business durable. Donc au fond, moi je dis oui, il y a un business durable, mais il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que y a certains économistes comme Rifkin disent ce business-là va remplacer le reste de l'économie. Moi, j'y crois pas une seconde. C'est-à-dire que ma conviction, c'est qu'il y a
une niche. D'abord, tout n'est pas partageable, donc il y a une niche de, disons, un tiers, peut-être un peu plus, de biens partageables. Au sein de cette niche, il y a des nouveaux entrants pionniers qui, comme toujours, sur les marchés défrichent, et c'est formidable pour eux, et ils en tirent les fruits, et parfois ils arrivent à verrouiller le marché, parce qu'une des forces de ces marchés, c'est quand même la logique de la taille. On l'a vu sur eBay, on le voit sur Google, etc. Donc si, et je vous le souhaite sur vos marchés évidemment, si vous êtes capable de vous imposer très vite, d'où l'intérêt de la marque, d'où l'intérêt des investissements en communication, etc., de vous imposer très vite comme le leader référentiel d'un marché, il y a une prime au gros, puisqu'on imagine que la communauté va être plus importante, qu'il y aura plus d'appartements à louer, plus de possibilités de se déplacer pour Blablacar. Donc il y a un enjeu, une course à l'accélération pour être gros. Mais par contre, je termine juste ce point, les grands l'ont compris, et donc comme toujours, les gros vont intégrer une partie de ça. Et donc vous n'imaginez pas que les accords, ou même que les SNCF, on le voit bien puisque SNCF lance aujourd'hui des nouvelles offres qui sont objectivement directement une réponse en fait. Une réponse avec des abonnements IDTGV qui vous permettent illimités, etc. Donc il y a une recherche, et c'est normal, c'est la loi, entre guillemets, de l'économie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un avenir pour vos sociétés, mais ça veut dire aussi que les gros vont intégrer cette dimension parce qu'elle est durable, culturelle, et donc il est clair que les nouvelles générations rentrent dans cette nouvelle logique. Donc les gros d'anciennes générations qui existent depuis 2 siècles vont décider d'exister 2 siècles de plus en intégrant au mieux qu'ils le pourront ces dimensions. Et surtout qu'en fait, c'est comme tu le disais, les barrières à l'entrée finalement sur ce type de marché, c'est essentiellement la communauté, la masse, qui fait cette barrière à l'entrée et la valeur de la marque. Derrière, souvent d'un point de vue technologique ou capitalistique, on n'est pas sur des investissements qui sont à l'échelle de la SNCF, par exemple, d'infrastructures. Donc, et c'est ça qui est assez troublant, et c'est pour ça que les acteurs de l'économie plus traditionnelle s'engouffrent dans cette brèche. Le thème, là, c'est en gros, est-ce que c'est cette nouvelle économie un peu plus libérée, finalement, transforme-t-elle nos sociétés, et si oui, comment? Je me pose la question vis-à-vis des seniors. Est-ce que vous avez des infos sur cette... parce que, évidemment, le jeune, pour stigmatiser à fond, là, il est évidemment hyper friand de nouvelles solutions. Ça ne le dérange pas de prendre une Autolib, pas toujours très propre d'ailleurs, je tiens à le préciser. Je suis utilisatrice moi-même avec un Big Mac qui traîne, une bouteille de vodka, bref, ça commence. Parce que c'est aussi ça les coulisses de l'économie du partage, c'est que derrière, il faut un peu subir l'autre, mais bon, bref, ça fait partie du jeu. Bref. Qu'en est-il de la génération des seniors qui, elle aussi, on parle beaucoup des silver surfers. Il faut arrêter de croire que nos anciens sont largués. Ils ont peut-être envie aussi de profiter et ils ont tout intérêt à profiter de ces nouvelles solutions. Vous avez des... Bonne nouvelle, oui, ils font du covoiturage, ça y est. En fait, on commence à avoir une certaine ancienneté chez Blablacar. Ça fait donc depuis 2006. Au début, c'est vrai que nos premiers membres étaient les étudiants parce que c'est souvent eux, les early adopters, ils ont pas peur de la nouveauté, ils testent, etc. Et comme on a su évoluer et fiabiliser la pratique du covoiturage avec différentes innovations, et notamment le plus important en 2011, la réservation en ligne, parce qu'avant 2011, c'était une organisation un petit peu aléatoire, on donnait l'argent de la main à la main dans la voiture, l'engagement n'était qu'oral et du coup il n'était pas très fort. Pour la petite anecdote, il y avait 35% de désistement à l'époque, alors qu'on est tombé maintenant à 4% de désistement, d'annulation en fait. Du coup, les plus de 40 ans, puis plus de 50 ans s'y sont mis. Aujourd'hui, on a 5% de plus de 55 ans et cette part ne fait qu'augmenter chaque année. Juste pour vous donner un chiffre, en 2009, l'âge des nouveaux inscrits qui s'inscrivaient sur le Blablacar était de 29 ans. Là, en 2014, l'âge des nouveaux inscrits était de 33 ans. Je dis bien les nouveaux, c'est pas les anciens qui ont vieilli de notre communauté, c'est que c'est les personnes qu'on arrive à sensibiliser et à convaincre, qui s'inscrivent pour la première fois. Donc on voit bien que cet âge-là évolue et qui continuera certainement à évoluer. Et un âge moyen de 33 ans, ça veut dire qu'on a autant d'étudiants de 18 ans qui s'inscrivent que de quadras, quinquas, sexagénaires aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les seniors s'y mettent aujourd'hui? Parce qu'ils ont du temps, ils ont une voiture, ils conduisent bien. Ils veulent, comme tout le monde, faire des économies, aller dans leur maison de campagne. Voilà, les retraites sont pas très élevées. Ils veulent aller rendre visite à leurs enfants un petit peu partout et en profiter pour, d'une part, économiser et d'autre part, on revient au côté social.
Faire des rencontrer rencontres du aussi, monde, discuter, voilà. ouais. Rester connecté à la jeunesse, parce que c'est vrai que les passagers sont souvent plus jeunes que les conducteurs, qui sont eux souvent un peu plus âgés, et donc il y a ce côté social. Moi j'ai covoituré avec Christiane, 64 ans, à qui j'ai fait une démo de l'iPhone, elle découvrait, c'était super. Bah, nous, la colocation Chez entre Wero. Bon, on seniors, imagine c'est que, pas, ouais. c'est pas qu'un mythe. Il Ouais. y a la colocation entre seniors qui se développe pour des raisons assez simples. C'est qu'il y a beaucoup de personnes d'un certain âge qui veulent pas vivre toutes seules. Enfin, tout seul ou toute seule. C'est souvent des femmes, faut être honnête, nous, qui font le premier pas de se dire bah, j'aimerais bien partager mon appartement avec des gens plus jeunes ou pas forcément plus jeunes d'ailleurs. Donc on a plusieurs cas de colocation entre seniors, même très âgés, des plus de 70 ans, ce qui est assez amusant. Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on ne sent pas du tout d'obstacle à se mettre à un outil qui soit Internet. Ce qui va les intéresser, c'est de trouver leur logement, trouver la colocation, trouver les bonnes personnes. Si l'outil leur permet de faire ça, c'est ce qui va compter. Elles ne vont pas avoir forcément d'obstacle à se dire c'est sur Internet, donc c'est moins fiable ou quoi que ce soit. L'idée, ça va être de partager pour ne pas être seul, pour vivre des choses qui permettent d'être mieux au quotidien. De votre côté, qu'est-ce que vous pouvez dire? Peut-être vous avez produit des études chez Deloitte ou chez TBWA sur ces profils seniors et leur adhésion un petit peu à ces solutions collaboratives. Je pense que le débat entre les digital natives, les seniors, ainsi de suite, c'est un débat qui est un petit peu derrière nous. La plupart aujourd'hui des tranches d'âge de la société sont complètement rentrées dans ce monde digital, dans les usages, dans les nouveaux usages du monde digital, et c'est presque plus un sujet. Donc après ça, c'est un sujet de commercialisation, de développement avec des approches marketing dédiées sur certaines populations. Mais je pense qu'on n'est plus dans le clivage qu'on a pu connaître il y a encore 3-4 ans. Ça a complètement switché. Je pense comme toi, la barrière est moins technologique que de confiance. Et c'est ça qui va évoluer très vite, parce qu'avec la logique du rating qui augmente, puisqu'il va y avoir de plus en plus de logiques où la même personne va pouvoir avoir un rating de confiance sur plusieurs sites, mais transverse, c'est pas uniquement la personne de Blablacar en qui je peux avoir confiance. Si elle est aussi sur Airbnb ou si elle est aussi sur WeRoom, on va pouvoir la repérer et augmenter le degré de confiance qu'on peut en avoir. Après, on peut dire Big Brother est là, c'est inquiétant de pouvoir ficher les gens en termes de confiance, mais la réalité est que dans le système général, on va pouvoir savoir encore mieux qu'avant qui sont les gens avec qui on partage, quelle que soit la nature du partage. Et donc avec cette augmentation de la confiance, on brise finalement la barrière de l'âge. Parce que la barrière de l'âge, elle était technologique, mais elle l'est de moins en moins avec le mobile dans toutes les poches, ou l'iPad accessible avec des gens plus anciens, mais elle va l'être de moins en moins parce que la raison de ne pas prendre un autostoppeur, même quand on est généreux, c'est qu'on n'a pas confiance dans la personne qui monte dans sa voiture. La raison pour laquelle les gens vont sur Blablacar alors qu'ils n'auraient pas pris un autostoppeur, c'est qu'ils ont a priori des raisons d'avoir confiance dans la personne qu'ils prennent. Donc je pense que c'est ça qui va augmenter et accélérer l'intérêt pour les seniors de l'économie du partage. Alors, il nous reste 1 minute, on n'aura pas le temps de parler de régulation de ce marché, qui est un sujet aussi intéressant, mais on voit bien avec notamment les plafonds qui ont été attribués aux plateformes de crowdfunding, par exemple, qu'aujourd'hui ça va dans le sens d'une structuration. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. On peut évoquer juste un mot sur cette régulation rapidement autour de table, Nicolas? Elle est nécessaire parce que la difficulté, c'est que le phénomène est mondial, est très rapide et que les législations des pays ont évidemment du mal à suivre, d'autant plus qu'il n'y a pas de gouvernance mondiale, il n'y a pas de juridiction véritablement mondiale sur les sujets commerciaux d'une certaine manière. Donc chaque pays doit trouver le mode qui permet d'évoluer. De ce point de vue-là, le combat entre Uber, c'est le plus visible et de loin, et les taxis, et la manière dont la régulation évolue, est à mon avis symptomatique de ce qui va se passer sur tous les marchés, c'est-à-dire la recherche d'un point acceptable entre la montée de l'un et la baisse de l'autre. Donc, mais chaque pays doit le trouver, puisque alors, la régulation européenne peut un petit peu aider, mais globalement... Il faut faire attention que les États soient toujours quand même bienveillants quand le consommateur n'est pas lésé. Sinon, on peut arriver à une sorte de décalage entre plusieurs États. Si toutes les innovations ont lieu en Californie, parce que la loi californienne est plus sympathique, on va arriver à un problème d'innovation dans les autres pays. Donc les États doivent être quand même sensibles au fait qu'il ne faut pas qu'ils soient bloqueurs si les États le sont. Ils ne doivent pas être bloqueurs. Voilà, quelque part, là où ils peuvent agir, c'est sur cette notion de confiance que tu évoquais, où ils peuvent un petit peu renforcer les choses pour offrir quelques garanties supplémentaires. Il ne faut surtout pas trop réguler. Et chercher des logiques de co-régulation. C'est-à-dire que la force de San Francisco, c'est que tout le monde se met autour de la table pour trouver les solutions acceptables. La faiblesse de nos systèmes, c'est que ça avance par à-coups en fonction de la manifestation des uns et du lobby des autres. Et du lobby des autres, exactement.
Exactement. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. Après cette vidéo, Cédric va recevoir 4 nouveaux invités sur le thème du Quantified Yourself, ou Quantified Environment. Quelles conséquences sur notre vie? C'est après cette vidéo.